Enchanté. Bonjour. Oh non. Non, non, non. C'est une agence historique, hein. On a été créé en 1987. Maintenant, ouais, quand on dit plus gros, plus petit, il faudrait savoir ce qu'on compare. Non, je pense qu'on est une agence, on va dire, référente à Nantes. On fait partie des grosses agences, mais je ne sais pas si on est la plus grosse. On est 28 personnes, 29 même aujourd'hui, 29 personnes. Ouais, vaste sujet. Le travail en agence, oui, a beaucoup changé depuis en tout cas que moi je le pratique. Euh, Ce qui a beaucoup changé, je dirais, c'est les moyens et les techniques de communication du fait de l'arrivée progressive, inexorable de tous les moyens digitaux de communiquer. C'est ça le grand changement. Après, sur le fond, j'aime bien dire que rien n'a changé. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours de mettre en équation des mots, des images, de raconter des histoires à propos des marques, à propos des entreprises, pour qu'elles nous séduisent, qu'elles nous parlent, qu'elles évoquent quelque chose en nous. Et ceci, c'est vraiment intangible. Enfin, depuis qu'on fait de la communication, c'est toujours la même chose. Enfin, j'imagine que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont vu la série Mad Men. C'est encore ça, c'est encore la même chose. Sauf que aujourd'hui, il n'y a plus seulement à notre disposition des journaux et des télés pour diffuser nos campagnes. Il y a votre téléphone mobile, il y a des choses nouvelles dans la rue, etc. Mais dans le fond, puis ici aussi, il y a la participation et de l'interaction avec les publics. Ça a changé. Alors, je raisonne en même temps que vous posez la question. Ce qui a changé aussi, c'est que auparavant, on était dans une communication qui était très descendante vers le public. Et aujourd'hui, on doit constater probablement que du fait des outils digitaux, les publics en général sont en phase de reprendre le pouvoir sur les marques et que c'est probablement ça le grand changement. Du coup, il y a un rapport entre les marques, les entreprises et les gens beaucoup plus équilibré qui va nous amener sur de nouvelles attitudes. Concrètement, alors, c'est quoi les pôles de l'agence, comment ils fonctionnent ensemble? Parce que ça, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien le fonctionnement de l'agence. Comment vous coordonnez tout ça en tant que chef d'orchestre? Alors, les pôles sont assez classiques dans notre agence. Il y a un pôle conseil qui est constitué, je peux rentrer dans le détail peut-être pour les étudiants, hein. Un pôle conseil avec des directeurs de clientèle à l'intérieur de ce pôle conseil qui sont en charge de conseiller nos clients sur la bonne stratégie à adopter en termes de communication. Dans mon agence, ils sont épaulés par ce qu'on appelle des managers projets, qui sont finalement les binômes des directeurs de clientèle et qui vont mettre en œuvre la stratégie d'une manière opérationnelle. C'est-à-dire qu'ils vont gérer les plannings, les budgets, les relations avec les prestataires, les fournisseurs. Ils vont orchestrer, on va dire, la concrétisation des idées dans le monde réel. Donc ça, c'est le pôle conseil. Ensuite, il y a un pôle créatif avec des directeurs artistiques, des concepteurs rédacteurs, des web designers. Les profils des directeurs conseils, c'est quoi? Ah. Ils ont fait quoi? Alors, ils ont fait quoi? La plupart ont je dirais même 100%, ont un cursus agence. C'est-à-dire qu'ils ont choisi l'agence pendant leur stage
ils ont développé leurs compétences pendant les stages en agence. Ils ont toujours choisi l'agence. Je dirais que c'est la principale caractéristique, quelle que soit leur provenance d'ailleurs. Ils ont pu faire une école de commerce, ils ont pu faire une école de communication, ils ont même pu faire, je ne sais pas, on a eu des cas comme ça, Sciences Po ou d'autres choses. Mais ils ont toujours été attirés par une agence, par l'agence, par le fait de travailler en agence. On retrouve finalement quasiment pas de profil de personnes qui ont choisi l'annonceur. Alors après, ce que je vais vous dire n'est pas une vérité établie, inscrite dans le marbre, mais c'est un constat que je fais. C'est qu'on observe que les personnes qui ont commencé par choisir l'annonceur pour leur début de carrière ne parviennent jamais finalement à revenir en agence, alors qu'on observe à un certain âge des personnes de l'agence aller vers l'annonceur. Voilà. Mais voilà, pour prendre des postes de DIRCOM, pour occuper des fonctions qui sont souvent à cheval entre parfois le commercial, le marketing et la com. Mais ce chemin-là existe parfaitement, il est assez clair. En revanche, le chemin inverse, je le vois très peu pratiqué. Voilà, l'équipe créative, qui travaille, on va dire, avec les briefs qui sont proposés par le pôle conseil. Le pôle conseil va briefer l'équipe créative. Et puis, il va y avoir un certain nombre d'échanges au fil de l'eau, au fil de l'avancement du travail, pour s'ajuster sur un certain nombre d'idées de communication. Alors surtout, je ne voudrais pas donner, parce que comme on va les décrire les uns derrière les autres, on pourrait avoir l'impression que tous ces gens travaillent les uns après les autres. En fait, voilà, d'accord, ok. J'anticipe. Ok. Alors, voilà, donc l'équipe créative. Ensuite, on a au sein de l'agence un studio graphique, donc qui exécute l'essentiel de nos fichiers. Alors, il y a deux types d'exécutants. On va dire, il y a les producteurs, c'est des producteurs en fait. Ils vont soit produire des fichiers pour du print, soit produire des choses pour du web. Donc, on a deux types de profils là. De la même manière que parmi les. Qui font la déclinaison print et web. Non. C'est pas dérangeant ça? Non, en termes de production. Je parle vraiment en termes de production, pas en termes de conception. Conception créative, ce sont les mêmes. Après, vous savez, il y a toujours des gens qui ont plus ou moins une couleur. Vous avez des gens qui sont super à l'aise sur l'exercice, par exemple, de l'édition, et un peu moins sur celui de la pub, par exemple. Et puis d'autres qui vont être très à l'aise sur du web design, et un peu moins sur l'exercice publicitaire. Bon, après, tout le monde sait faire à peu près tout, mais c'est comme vous savez peut-être plus skier que jouer au tennis. Vous êtes quand même un sportif. Ça n'empêche pas. Hein. Maintenant, voilà, je dirais que chacun peut avoir une patte, une spécificité. Ce qui compose une équipe, justement, c'est toutes ces petites nuances, toutes ces petites différences qui font que ça forme une équipe à la fin. Alors, du côté production, on va retrouver ça. Et là, on a par contre des vraies spécialités, des gens qui vont produire du site, par exemple, ou qui vont produire des emailing, qui vont produire des choses qui ont à vocation à être diffusées sur des circuits digitaux, et des gens qui vont produire des objets pour des circuits print. Et là, c'est vraiment pas les mêmes. C'est deux formations très différentes. Voilà. Alors ensuite, qu'y a-t-il d'autre dans l'équipe ? Il y a un petit peu d'administratif quand même. Il faut bien réclamer les factures, parce qu'il faut vivre. Et puis, il y a les dirigeants qui sont finalement au service de l'équipe. Je crois que ça, c'est un peu une des caractéristiques de notre agence. C'est qu'on est dans on fonctionne avec un management très libéré. Et finalement, les dirigeants dirigent très peu. Ils orientent, ils choisissent quand il faut choisir, ils donnent le là s'il faut le donner, mais globalement, on est plutôt là pour aider nos équipes à exprimer leurs talents.
Voilà. Vous allez quand même en clientèle. Je vais quand même en clientèle. Alors, je vais quand même en clientèle, je dirais pour des raisons... en fait, je ne devrais plus aujourd'hui, mais on ne peut jamais... Il ne faut surtout pas ne plus aller en clientèle. Je vais toujours en clientèle pour deux raisons. D'une part, parce que j'ai des clients historiques qui me suivent depuis très longtemps. Ouais, ils aiment bien me voir. Et puis surtout, c'est un vrai plaisir d'échanger avec eux. C'est-à-dire qu'on a tellement appris à se connaître que voilà, on a l'impression de se deviner. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis ensuite, toujours en clientèle, et souvent avec mes directeurs de clientèle pour leurs clients, à eux, parce que c'est eux qui sont les leads finalement de ces clients. Mais je viens là pour continuer d'apporter un regard un peu décalé et faire un peu la mouche du coche ou apporter un peu de distanciation par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et puis en même temps, continuer de questionner ce qu'on est en train de faire, alors même qu'on est en train de le faire. Alors, est-ce qu'il y a une patte dans l'LDOS? On dit toujours qu'une agence a une patte, l'agence est très sur l'expérientiel, ou ça peut être sur autre chose. C'est quoi la patte de l'agence? Par rapport à la concurrence. Oh. Qu'est-ce qu'on raconte en clientèle? Non, jamais. Justement, on ne dit pas ça. Non, je crois que ce qui nous caractérise, c'est la recherche de la justesse. On cherche à être juste. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à vendre forcément ce qui nous plaît. On ne cherche pas à vendre ce qui nous plaît et on ne cherche pas à vendre ce qui va plaire au client ou dont on sait que ça va plaire au client. Je pense que ce qui nous caractérise, c'est cette recherche de justesse et une très grande intégrité de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on est prêt à perdre des compétitions, par exemple, parce qu'on va pas vouloir faire ce qui a été demandé si on considère vraiment que c'est pas une chose qui est juste, quoi. Par conviction. Voilà. Ensuite, donc, il y a cette notion d'intégrité. Ensuite, je pense qu'on est une des seules agences vraiment du marché à avoir parfaitement réussi à opérer la synthèse qui est complètement dépassée aujourd'hui entre le conseil et le digital. C'est-à-dire que nous, NVOS, c'est le fruit d'une fusion entre deux agences. Nouvelva, qui était une agence vraiment spécialisée dans le conseil, et Genova, qui était un pure player digital. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a tellement fusionné ces deux agences culturellement que je crois qu'on est vraiment, parmi les seuls du marché, en tout cas du Grand Ouest, à avoir réussi à dépasser toute logique de silo. C'est-à-dire, d'abord on a une idée et ensuite on la développe en digital. Non, il n'y a pas de pôle digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute notre agence est digitalisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne dans l'agence qui ne pense pas digital. Et en fait, on ne pense plus au digital. C'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment une dichotomie qu'il y a eu à un moment donné sur le marché. Vous avez peut-être suivi ça. Il y avait une sorte de débat entre les agences globales et les agences digitales. Faut-il être une agence globale? Faut-il être une agence digitale? L'avenir est pour qui? Grosso modo, c'était ça la question. Nous, on répond, l'avenir, il est pas là, ni chez le global, ni chez le digital. L'avenir, il est dans le fait d'avoir parfaitement intégré ces deux dimensions au point de les avoir oubliées. C'est-à-dire que c'est plus ça le problème. Le problème, il est autre maintenant. C'est avec les moyens dont on dispose, c'est comment on fait à nouveau pour se reconcentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire des idées, et avec une vraie forme d'authenticité. C'est pour ça que je parlais de justesse aussi. C'est une forme d'authenticité dans ce qu'on fait, parce que, et là je vais reconnecter un point que je disais tout à l'heure, c'est si vous prenez au sérieux le fait que que le public reprend le pouvoir dans la communication du fait des moyens dont il dispose aujourd'hui, eh bien vous êtes quasiment obligé de faire preuve d'authenticité dans ce que vous faites. Parce que les fausses promesses tiennent encore moins longtemps qu'hier, les surpromesses encore moins longtemps qu'hier, et donc à un moment donné, voilà, on est obligé de faire quelque chose de juste. Et je pense que ça fait vraiment partie de l'esprit de l'agence, et c'est ce qui fait aussi
qu'on a des clients fidèles, très fidèles. On a des clients qui sont avec nous depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis pratiquement 20 ans, ce qui est très rare en agence de com, parce qu'ils nous reconnaissent le fait qu'on les a entraînés sur des idées qui étaient durables. Et on n'est pas les seuls à faire ça, hein. Mais je veux dire, à un moment donné, quand vous regardez, je ne sais pas si on prend un cas que tout le monde connaît, Orangina. Orangina, ça fait 40 ans que ça secoue d'une manière ou d'une autre. Mais il y a une pérennité de l'idée. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, elle marque le paysage de la communication. Voilà. Et comment ils réalisent ces entreprises, les marques, quand vous leur dites que leur marque ne leur appartient plus, qu'elle appartient aux consommateurs? Ah, ils ne sont pas totalement dépossédés non plus. Ils ont encore la main. Mais non, mais par contre, ça les oblige. Ils réagissent en se disant, oui, on va descendre un petit peu de notre piédestal. On va descendre, on va se remettre au niveau d'eux. Et là, il y a une attitude. On fait appel à un changement d'attitude. Et c'est vrai que ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Parce que comment dire, on apprend une nouvelle humilité d'une certaine manière. Voilà. Avant, on avait le pouvoir. Désormais, il faut adopter l'attitude qui est nous sommes ensemble. C'est-à-dire, il n'y a personne n'a le pouvoir plus que l'autre. Mais il faut qu'on trouve les situations d'équilibre en termes de communication où ça va me plaire de rentrer dans votre histoire et ça va nous plaire de vous faire entrer dans la nôtre. Il faut qu'on trouve des équilibres. Des équilibres. Hein, pas du déséquilibre, pas en un seul mot. On parlait des pôles. Si on prend un exemple, un client pour lequel vous bossez actuellement, Oui. passé, Oui. concrètement, comment ça s'articule entre les différents pôles, comment vous avez fonctionné Alors, bon, il n'y a pas d'anecdote particulière, c'est quelque chose qui est très rodé chez nous. C'est que déjà, on va se retrouver tous autour de la table au moment du brief, tous en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le manager qui arrivera qu'après, il n'y a pas les producteurs qui arriveront qu'après, il n'y a pas les créatifs qui arriveront qu'après. C'est-à-dire que tout le monde se met autour de la table au même moment pour entendre la même chose et partager finalement l'ambition, le destin du projet dès le début. Et tout le monde avec le même niveau d'information et chacun pouvant être acteur des décisions qui vont être prises. Parce que l'idée peut venir de n'importe qui. L'idée peut venir d'un producteur qui va dire moi j'ai pensé à ça et ça pourrait nous faire remonter à une idée autre. Elle peut venir d'un concepteur-rédacteur, elle peut venir du directeur de clientèle qui a une intuition particulièrement bonne. Elle peut venir de partout l'idée. Donc il faut vraiment qu'on soit tous ensemble. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on se laisse du temps pour travailler chaque équipe un petit peu de son côté. Et puis ensuite, on organise des points de rencontre où les uns et les autres, on va se retrouver. Alors, je ne sais pas, ça va dépendre des sujets, mais tous les 3 jours ou toutes les semaines, en fonction du délai qui nous est accordé sur le sujet. Pour regarder si nous cheminons de la même manière avec le même sujet. Voilà. Et puis c'est là qu'on organise les convergences et qu'on essaye de faire naître des idées globales qui vont pouvoir aller sur tous les terrains, qui vont être tout terrain. On travaille pour tous les secteurs d'activité. Voilà, on n'a pas de spécialité. On se considère comme une agence généraliste. Donc on va aussi bien travailler pour les aéroports Vinci
On travaille pour 8 ou 9 aéroports de Vinci, que pour une marque d'alcool comme Mante Pastille. Donc je dirais, entre les avions et le flacon, il y a un grand écart. Mais ça nous intéresse parce que finalement, ce qu'on apprend sur un marché peut se propager sur un autre marché. Et ce qui est intéressant justement, c'est de faire ces passages et ces ponts entre des marchés et des visions différentes. Voilà, c'est-à-dire qu'une idée qu'on a eue par exemple sur le marché agroalimentaire, tout d'un coup peut devenir pertinente sur le marché de la fenêtre, par exemple, parce qu'on travaille pour une marque comme Jeannot, par exemple, qui fabrique des fenêtres. Il y a un grand acteur aujourd'hui du marché de la fenêtre. Et se dire, tiens, il y a des fertilisations qui peuvent se faire de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'on ne veut surtout pas être une agence spécialisée dans l'agroalimentaire ou une agence spécialisée dans, je ne sais pas moi, la promotion ou une technique particulière. On trouve qu'on s'enrichit tous les jours d'apprendre de marchés différents. Facilement, c'est intéressant parce que c'est un truc qui semblait un peu has-been ces dernières années. Complètement. Et ils ne sont pas sur une logique de revitalisation? C'est une logique de revitalisation de la marque, de retrouver sa place, on va dire, dans les moments festifs, et puis aussi de capitaliser sur une histoire qui est authentique. Voilà, une vraie histoire qui a un produit qui vient de loin, qui a conservé son ADN, qui est vrai. Et voilà, donc on est dans cette logique de communication, tout en cherchant évidemment à créer des points de rencontre avec nos publics, enfin avec les publics de la marque, autour d'expériences qu'on va pouvoir partager. Finalement, si tout le monde veut faire de l'expérience, du storytelling et du brand content, oui. parce qu'à un moment donné, le multicanal, le collaboratif, c'est quoi l'étape d'après? Tout ça a été fait. Non, je dirais que non, mais tout ça se fait tout le temps. Et tout ça va continuer de se faire. Le vrai truc, c'est de choisir ce qu'on va faire. C'est qu'il y a des marques qui ne doivent surtout pas faire de collaboratif. Non, je n'ai pas là à l'esprit. Mais imaginons, je vais prendre un exemple fictif. Imaginons que je sois une marque peut-être de montres, très luxueuse, très artisanale, et qui n'a l'intention de ne produire que 1000 montres dans l'année. Ben, elle ne va pas faire du collaboratif, ça ne sert à rien. Elle va au contraire chercher à organiser sa rareté et à organiser des choses très très exclusives. Si en revanche je fabrique du fromage de chèvre consommable tous les jours, je vais probablement chercher à m'entraîner ou à exister dans le quotidien des foyers. Donc je dirais que la vraie chose, c'est de trouver sa voie. C'est pas d'appliquer des recettes, c'est pas parce que tout le monde pense qu'il faut faire une page Facebook qu'il faut en faire une. C'est pas parce que tout le monde pense qu'il faut un compte Twitter qu'il faut en avoir un. Je veux dire, on a le droit de ne pas avoir de compte Twitter aujourd'hui. Et ce que je disais, ce que je pense même, c'est qu'on a le droit d'être résistant par rapport à ça. Aujourd'hui, on peut aussi se démarquer en prenant l'exact contre-pied de ce que tout le monde a envie de pratiquer parce qu'il faudrait que. D'accord. En même temps, vous pouvez tomber aussi sur des marques qui sont réticents parce que le patron est à la soixantaine, le digital ça fait peur. Oui. En même temps, il a pas eu la nécessité d'y aller, mais il a pas envie d'y aller parce qu'il a l'impression que c'est le diable. Non, alors bon, évidemment, on sait bien que c'est pas le diable. On sait bien que c'est comme dans toute chose, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Hein, il y a, comment dire. C'est comme le paracétamol, c'est-à-dire qu'à petite dose, ça enlève le mal à la tête, à grande dose, ça vous empoisonne. Bon, bah, c'est l'usage qu'on en fait. Est-ce qu'on va s'empoisonner avec un usage non contrôlé, par exemple des réseaux sociaux? Ça peut arriver. On peut s'auto-empoisonner. Ou est-ce que, au contraire, on va réussir à nouer une relation, on va dire, saine avec des publics sur des sujets vrais? Voilà, c'est... je dirais, tout dépend de la démarche qu'on a. Et plus la démarche elle est vraie et plus la démarche est juste,
plus on va tirer un profit, on va retirer un bénéfice de ces actions-là. Mais c'est toujours pareil, les outils, c'est rien, c'est l'usage qu'on en fait qui compte. Et on peut très bien décider, en fonction de sa stratégie, de ne pas utiliser tel ou tel type d'outils qui sont à notre disposition. C'est un arsenal. Et c'est comme quand vous faites la paix ou une guerre d'ailleurs, vous pouvez décider d'utiliser certaines armes de l'arsenal et pas d'autres. Voilà, c'est ça le sujet. Qu'est-ce qu'il faut pour travailler en agence par rapport à travailler chez l'annonceur? Qu'est-ce que vous attendez du profil qui vient dans l'agence? C'est facile de travailler en agence. Non, c'est excitant. Vous savez, moi, c'est la première chose que je dois vous dire, c'est que travailler en agence, c'est super excitant parce que vous vous ennuyez jamais. Donc, c'est impossible de s'ennuyer en agence. C'est le premier point. Donc, si vous aimez vous sentir pris par les événements, embarqué par les événements, l'agence est un très bon endroit pour venir travailler. Si en revanche vous aimez la lenteur, peut-être qu'il faut aller ailleurs. Voilà, par exemple. Non, mais alors je ne suis pas en train de dire qu'il y a de la lenteur chez l'annonceur. Vous savez que tous les DIRCOM, DIR Marketing et patrons d'entreprise avec qui on bosse sont tous, je dirais, débordés de boulot, quoi. Il y a vraiment, ils sont vraiment dans une intensité aussi très forte. Mais je dirais que la différence, c'est que l'intensité que vous avez chez l'annonceur, elle est concentrée sur un sujet. Elle est concentrée sur une marque, elle est concentrée sur des produits qui font partie souvent d'une même famille. En agence, vous pouvez passer, comme on l'a dit chez nous, des avions, à de l'alcool, à des centres commerciaux, à de la manutention. Voilà, c'est-à-dire que vous allez passer dans une journée ou dans votre semaine, vous allez avoir 5, 6, 7 sujets différents à traiter, de nature très différente, avec des marchés différents, des comportements différents, des cibles différentes, des messages différents et des moyens différents. Donc c'est ça qui est excitant, c'est qu'en fait vous êtes en permanence challengé par le fait de vous adapter à ces différences de sujets. Voilà, donc je dirais que c'est une question d'attitude mentale. Soit vous aimez zapper d'un sujet à l'autre, et pourtant il faut y trouver de la profondeur quand même, hein, malgré tout. Soit vous aimez avoir le sentiment de construire dans la durée quelque chose, dont vous allez voir tout à fait tous les résultats, tous les bénéfices, etc. Vous allez porter une marque. Je dirais que c'est deux choses différentes. Après, nous, on est aussi engagés là-dedans, dans le sens où on avance avec des clients pendant très longtemps. Mais bon, il y a quand même cette nuance-là. Les clients qui sont là depuis 89 ? Et alors 87 la création, et je pense qu'il y en a qui doivent être depuis 89 justement. Ouais. Alors on a bien compris que vous n'avez pas terminé DIRCOM. A priori non. A priori non. Après, ne jamais dire jamais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que mon avenir me prépare. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre invité? Alors n'hésitez pas. Hein. Je exprès de ne pas aller trop loin quand vous ayez des questions. Je ne mords pas. Moi, je me demandais quand vous disiez que il y a très peu de gens qui passent de annonceur à agence. Oui. Pourquoi? Les agences n'aiment pas ça. Non, parce que déjà, il y a assez peu de personnes qui veulent faire ce chemin-là. C'est-à-dire qu'on en voit peu. C'est-à-dire que ceux qui se sont dirigés vers l'annonceur, finalement, ne l'ont pas fait par hasard. C'est parce qu'ils avaient plutôt tendance à se retrouver dans ce type de fonctionnement-là. Et ensuite, il y a ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une certaine frilosité des agences à recruter des personnes qui ont un parcours uniquement annonceur. Alors, la raison, elle est assez simple, c'est que quand vous êtes en position d'annonceur, vous êtes dans une position d'autorité qui fait que vous, entre guillemets, mais vous commandez les choses. C'est que vous commandez à votre agence des prestations, des résultats, etc. Quand vous êtes du côté de l'agence,
vous êtes un prestataire de service, vous êtes au service d'eux. Et je dirais que c'est une attitude un peu particulière dans la vie que de se sentir au service des autres. Et donc nous, on est tout le temps au service d'eux. On se coupe en quatre pour rendre service à nos clients tout le temps. Y compris, comment dire, quand on se lève le matin et qu'on se brosse les dents, y compris le soir quand on va se coucher. C'est-à-dire qu'on est habité par ce qu'on fait et on est dans cette logique d'être au service d'eux. Et ben, alors lui, il est au service des services, des autres services, mais il est au service de chez lui. C'est un peu la nuance que je pourrais donner. Voilà. Et du coup, voilà, j'observe, hein, moi j'en fais pas une religion, mais j'observe que c'est ça qui se passe. Qu'il y a assez peu de transfuges de annonceurs vers agences, beaucoup plus de transfuges de agences vers annonceurs. Mais après, peut-être que l'explication que je donne n'est pas la bonne, mais en tout cas, c'est une observation. Oui, tout à fait, oui, ça peut arriver. Oui. Vous nous avez parlé des pages Facebook tout à l'heure, mais selon vous, ça ne serait pas un inconvénient pour une marque de ne pas s'appliquer dans les réseaux sociaux, par exemple ? Il y a pas de réponse à ça. Tout dépend. Tout dépend de qui on est, comment on fait, etc. Je vais te donner un exemple. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr à 200% de cet exemple, mais l'exemple d'une marque de guitare qui s'appelle Gibson, qui est une des marques les plus mythiques du marché, avec Fender. Gibson a choisi d'organiser toute la relation avec sa clientèle au sein de son propre site internet. C'est-à-dire que sur chaque page de présentation de ces guitares, elles sont nombreuses, il y en a de tout type, vous allez avoir en lien direct tous les commentaires de tous les possesseurs de cette guitare. Ce qui veut dire que chacun peut s'exprimer, on a le droit de commenter les commentaires, et vous avez les commentaires de la marque qui répond aux commentaires des internautes qui ont dit soit je suis très content de la guitare, soit c'est une guitare tout à fait ratée et elle m'a beaucoup déplu et je vous assure, enfin je vous dis à tous, n'en achetez plus. Tout ceci est présent dans leur site. Ils n'ont pas besoin de page Facebook, ces gens-là. Voilà, c'est une stratégie. Eux, ils ont choisi d'abriter le dialogue qu'ils ont avec leur public dans leur site. Ils ont choisi d'être propriétaires de ces échanges. Sur Facebook, vous l'êtes un peu moins, déjà. Si Facebook choisit de fermer le robinet, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes dépendant. Ou si Facebook choisit de changer les règles du jeu et que ça ne vous arrange pas, vous faites quoi ? Vous avez construit un château chez Facebook qui s'avère être un château de cartes. Mais bon, en même temps, c'est la vie qui va. Pour l'instant, c'est ça. Et peut-être qu'il n'y aura plus de Facebook dans 5 ans. Il a comme non mais parce qu'il y a 10 ans il n'y en avait pas. Et puis là il y en a un et puis peut-être qu'après-demain il n'y en a plus. On n'en sait rien ou il y aura autre chose. Tout le monde disait non c'est pas possible, on n'en sait rien du tout. Ça va tellement vite, les technologies sont tellement challengées par d'autres technos, les comportements challengés par d'autres comportements que il faut se remettre en question tout le temps parce que vous n'êtes pas sûr que ça dure comme un jour sans pain. Vous avez d'autres questions ? Je vais vous demander, vous avez toujours fonctionné sur le modèle agence ou vous avez été en entreprise avant ? J'ai fait beaucoup d'agences. Ma carrière, c'est les agences.
Par contre, avant de commencer dans ma première agence, j'étais prof. J'étais prof de philo et de français. Voilà. Donc j'ai commencé par autre chose. Voilà. Sans études. Comment? Si, j'ai fait des études. Non, j'ai commencé en tant que concepteur-rédacteur sans avoir fait d'études particulières, simplement avec mon diplôme de philo. Parce que, voilà, quand vous avez fait un diplôme de philosophie, vous savez écrire, vous savez à peu près c'est quoi une idée, et vous savez vous exprimer. Donc je me suis dit que ça pouvait matcher. Et puis ensuite, j'ai repris des études, effectivement. J'ai fait un 3e cycle spécialisé en communication et j'ai changé de programme et je suis passé de l'équipe créative à l'équipe conseil. Mais voilà, c'est vrai qu'à l'origine, je n'avais pas fait d'études de communication. Il y avait d'autres questions au fond? C'est par rapport à vos clients, est-ce que vous acceptez tout type de budget ou vous fixez un certain type de clients plutôt avec des budgets? Peut-être pro bono. Alors, comment dire, on n'accepte pas tout. C'est-à-dire que on se dirige, nous, vers des clients qui vont se situer dans une démarche durable. Alors après, c'est charge à nous de la faire durer. Hein, c'est-à-dire que si on déjoue, forcément, la relation risque de ne pas être durable si on n'est pas assez bon. En revanche, on va toujours préférer commencer à travailler avec un nouveau client qui se situe dans une perspective durable. Parce qu'on est très convaincu qu'en dehors de cette perspective-là, c'est très difficile de construire quelque chose qui va tenir la route pendant longtemps. Voilà. Donc, c'est première chose, on cherche ça. Et ensuite, on va éviter des clients qui auraient, une attitude manquant de considération pour notre travail, pour le dire de manière simple. C'est-à-dire que si on sent qu'il y a une absence de respect par rapport à notre travail, on préfère ne pas faire, parce qu'on a déjà pratiqué ça par le passé. Et comme je suis très très attaché au bien-être de mes équipes, je sais que ça fait beaucoup de tort et beaucoup de mal à l'équipe de travailler avec des gens qui manquent de respect. Et comme j'ai envie qu'ils restent en bonne santé, bien on refuse de travailler avec des gens qui pourraient avoir tendance à créer des déséquilibres dans notre équipe. C'est ça notre vraie limite. Vous dites que si les personnes partent de l'agence vers l'annonceur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus difficile de travailler en agence que chez l'annonceur? Non, c'est difficile pareil. Je précise bien que ceux qui travaillent aujourd'hui chez l'annonceur sont dans des positions très compliquées. Monsieur Dubois a eu raison de dire que c'est des personnes qui sont au service d'autres services dans l'entreprise. Le service communication est au service d'une certaine manière du service production, du service livraison, du service packaging, enfin, etc. Donc c'est pas plus ou moins d'un côté, c'est différent. C'est-à-dire que chez l'annonceur, vous êtes quand même en position d'attendre de la créativité de la part de votre agence. C'est pour ça que vous la payez, pour qu'elle soit créative. Donc, le stress de la page blanche est beaucoup plus du côté de l'agence que du côté de l'annonceur. Puisque c'est pour ça qu'on va voir une agence. C'est pour que la page blanche se remplisse de quelque chose, avec des mots et des couleurs. Donc, le stress de la page blanche, il est de notre côté, il faut le reconnaître. Ben voilà, ça on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas, et il y a des gens qui préfèrent avoir un autre stress, celui de tenir un cap pendant 15 ans sur une marque, d'être très diplomate, de faire preuve de beaucoup de diplomatie,
de conduire des projets au long cours, de faire entrer des composantes de leur entreprise dans la dynamique de communication qu'ils sont en train de lancer. C'est ça leur job. Nous, quelque part, on n'a pas besoin de faire preuve de beaucoup de diplomatie au quotidien. On dit, ben voilà, on a ces idées-là, et puis après on en débat, puis même on peut en débattre de manière virulente. Peu importe. Nous, on a un client, et puis on avance avec lui. Et donc le rôle n'est pas le même. C'est surtout ça qu'il faut voir. Mais c'est pas plus dur d'un côté ou de l'autre, hein, c'est dur pareil. D'autres questions? Moi, j'ai une question qui fâche. Oui. Les sous. Oui. Comment vous gagnez de l'argent? Il y a des agences qui se rémunèrent parfois au pourcentage sur les résultats. Ils disent, attendez, l'ardoise, elle va pas être... c'est bon au début, mais on s'engage à ce que vous soyez... Elles sont rares, celles-là. Hein. Voilà. Elles sont rares. Elles sont rares. Comment ça se passe, concrètement? L'essentiel de notre rémunération est basé sur une sorte de ratio, d'équilibre entre le temps qu'on passe, quand même. On est sur, à un moment donné, il y a une unité de valeur qui est le temps, et la valeur de ce qu'on fait. C'est-à-dire que si je devais demain créer la campagne de communication pour la Maison Blanche, ça coûterait un petit peu plus cher que pour Monsieur Dubois, boulanger en bas de chez moi. Hein. Donc ça n'aura pas le même prix, parce que ça n'aura pas la même utilisation. Donc à un moment donné, ce qu'on doit estimer, nous, c'est ce ratio entre l'exploitation qui est faite de nos idées, la visibilité et la médiatisation qu'il va y en avoir, et le temps qu'on y passe. Ça vous arrive de vous mouiller sur des résultats? Oui, ça nous est arrivé fréquemment. Encore cette année, avec par exemple un client où on avait pour objectif un certain niveau de fréquentation qui a été dépassé. Et donc on a un bonus pour... bonus décidé avant, bien entendu. Et on aurait pu avoir un malus sur notre rémunération si ça n'avait pas été atteint. Donc on pratique. Après, ça ne se pratique pas partout, pas tout le temps et pas n'importe comment. C'est-à-dire que si vous pouvez chiffrer des vraies choses, constater des choses mesurables, on peut y aller. Et après, on sait bien que les résultats ne sont jamais que le fruit du travail de l'agence. Le résultat, la performance, c'est le fruit du travail de l'agence plus celui des équipes de l'annonceur dans toutes ses composantes. La composante marketing, la composante commerciale, la composante industrielle si on a, la composante production, et c'est la composante logistique. C'est le fruit de tout ça, la performance. Donc, il se trouve que par moment, on pourrait estimer ou juger que la composante communication dans la performance globale, elle représente 20% de la performance globale. Donc ça devient difficile, elle est un peu diluée dans la performance globale. Voilà, de donner un prix à ça. Comment est-ce qu'une agence de communication communique sur la publicité elle-même? Ah, ça c'est super compliqué. Je suis en plein dedans, en plus je suis en plein dans ce sujet-là. C'est très compliqué parce que on est dépris quelque part d'un avantage quand on réfléchit pour un client, c'est qu'on a cette distance. Le fait de ne pas être dedans nous donne une certaine hauteur de vue, une capacité à nous décaler, à déporter notre regard sur le côté, à sortir du cadre, parce que du coup, on est en position un petit peu au-dessus. Donc on est capable de dire, d'avoir une certaine lucidité. Et bizarrement, on devient beaucoup moins lucide quand le sujet, c'est nous-mêmes. Voilà, donc c'est pas facile. Et je dirais que c'est un sujet qui est bataillé. Maintenant, on essaye de le faire avec nos tripes, quoi. Voilà. C'est le bouche à oreille. Pourquoi? Pour nous connaître.
Oui, bien entendu. Et je dirais qu'il y a beaucoup de nos clients, ou de nos nouveaux clients et de nos futurs clients qui vont venir parce que ils ont été en contact avec un client à nous qui leur aura dit du bien de ce qu'on fait. Voilà. C'est un métier qui est qui est aussi un métier très relationnel. C'est-à-dire qu'au cœur de notre métier, il y a une question de confiance. D'une part parce qu'on abrite au sein de l'agence des secrets de nos clients, parce que aussi on doit se faire confiance au moment où nous on préconise des choses. La personne qui nous écoute doit être absolument convaincue qu'on ne dit pas ça, qu'on ne dit pas ce qu'on dit, simplement pour gagner de l'argent. Mais qu'on dit ce qu'on dit parce qu'on le croit, vraiment. Et qu'on est convaincu que ça va être pour le mieux-être de cette marque ou de cette entreprise. Donc la question de la confiance est absolument essentielle. Et du coup, c'est ce que vous expérimenterez toutes et tous si demain vous êtes en agence, c'est qu'il y a des rencontres qui se font. Vous allez pouvoir fitter avec quelqu'un spontanément et vous dire « Ah, on est déjà en train de se comprendre alors qu'on n'a pas dit grand-chose ». Et puis d'autres personnes avec qui le courant passe pas et du coup, ce ne sera pas vous l'agence. Parce que la personne qui choisit l'agence, elle doit sentir quelque chose dans le groupe agence. Elle doit sentir une écoute, une compréhension. Elle doit sentir le fait qu'on est capable de lire entre les lignes. Elle doit sentir le fait qu'on est capable de créer des liens un peu invisibles entre les choses et les personnes. C'est ça l'intelligence. C'est-à-dire qu'elle doit sentir qu'on va avoir l'intelligence de la situation. L'intelligence de la marque, l'intelligence de l'esprit de l'entreprise. Et ça, parfois vous l'avez, parfois vous ne l'avez pas. Ça dépend des personnes que vous rencontrez. Donc c'est pas... et c'est ce qui fait aussi que sur certains sujets on est bon et que sur d'autres on va se craquer. On va pas être inspiré et il va rien sortir. On n'est pas les meilleurs tous les jours, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a des campagnes, justement, ou une campagne qui vous a inspiré? Pas forcément que vous allez faire par l'agence, mais vous avez regardé et vous vous dites, tiens, j'aurais bien voulu faire ça. Oui, sûrement. Je suis en train de réfléchir à laquelle je vais citer. Moi, j'ai bien aimé les dernières campagnes Axe. C'est une marque que j'aime bien observer parce qu'elle capte pas mal l'air du temps, cette marque. Et j'aime bien le nouveau profil de héros qu'il y a dans la marque Axe. C'est un héros tout en subtilité, avec beaucoup plus de lenteur et une démarche, un peu pince sans rire, un peu en dérision. Et je trouve que ça va bien avec l'esprit du temps. Une dérision qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les campagnes Volkswagen aujourd'hui, ou même d'ailleurs un peu chez Renault qui a vraiment augmenté son niveau de ce point de vue-là. Je parle de campagnes très connues. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est aussi ça l'art de la communication, c'est de faire quelque chose qui ne soit pas à la mode, parce que si on fait quelque chose à la mode, c'est qu'on est déjà en retard. Mais faire quelque chose qui capte un peu de la tendance du temps, de l'esprit du temps, pour qu'on ait plus facilement envie de se reconnaître dedans. Voilà. Il n'y a pas de service de planning strat dans l'agence? Non. Prospective un peu, donc analyse de Non. toucher et tendance. Non. Alors, comment dire, il n'y a pas ça parce que en fait. Dans le pôle conseil, je dirais que c'est le job de tous les directeurs de clientèle de le faire, et y compris d'une personne dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est aussi importante, qui est un élément important, c'est le responsable du développement, qui lui va apporter du plus, systématiquement par rapport à tout nouveau sujet. Et c'est aussi le rôle des dirigeants que de faire profiter à l'équipe de leur expérience dans le domaine.
Donc, comme je disais tout à l'heure, les dirigeants sont des ressources pour l'équipe. C'est aussi dans la capacité à faire du planning stratégique. C'est-à-dire que, en tout cas, ce que j'ai jamais voulu dans l'agence, c'est qu'il y ait un planning stratégique qui soit déconnecté du conseil et qui soit un élément à part. Je préfère que ça soit les mêmes, parce que du coup, on est tout de suite plus mouillé dans l'histoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en. Ce sera pas tous les jours là. Je veux bien revenir vous voir, hein, mais vous m'avez l'air sympa. Très bien, on va merci à vous. Merci.